Pourquoi est-ce qu'on a peur du noir, hein? Ou d'où viennent nos jalousies, nos désirs? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas vraiment dans notre présent, non. Elle est bien plus loin, dans notre passé lointain. Il faut s'imaginer que notre esprit a été sculpté pendant des millions d'années pour résoudre les problèmes de nos ancêtres. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle. En fait, en 1859, c'est Charles Darwin lui-même qui a fait cette prophétie. Et aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, la science qu'il avait imaginée, eh bien, elle est enfin là, en train d'émerger. Voilà, c'est ça la question qui va nous guider. Notre esprit est le produit de l'évolution, d'accord? Mais pour résoudre quel problème au juste? Pour vraiment comprendre qui on est aujourd'hui, on est obligé de faire ce voyage dans le temps et de découvrir les défis que nos ancêtres ont dû affronter. Allez, on y va. On plonge dans le vif du sujet. Pour bien piger comment notre esprit fonctionne, il faut d'abord comprendre les deux grands moteurs qui ont tout guidé, qui ont guidé notre évolution. Le premier moteur, c'est la sélection naturelle. On l'appelle souvent la sélection pour la survie. Le principe est super simple en fait. Les caractéristiques qui aident un organisme à survivre assez longtemps pour avoir des petits, eh bien ces caractéristiques sont transmises à la génération suivante. Logique. Et puis, il y a le deuxième moteur, tout aussi important, la sélection sexuelle. Là, on parle de traits qui n'aident pas forcément à survivre, mais qui sont cruciaux pour attirer un partenaire ou, disons, pour écarter la concurrence. L'exemple parfait, c'est la queue du paon. Franchement, si on pense juste à la survie, c'est un handicap énorme. Ça consomme de l'énergie, ça le rend super visible pour les prédateurs. Bref, ce n'est pas pratique. Mais, pour la reproduction, là, c'est un atout de taille. C'est comme un panneau publicitaire géant qui dit aux femelles « Regardez comme je suis en pleine forme et en super santé ». Alors, attention, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue très, très fréquente. La psychologie évolutionniste ne dit absolument pas que nos comportements sont juste dictés par nos gènes, que tout est prédéterminé. C'est faux. La réalité, elle est beaucoup plus subtile. C'est une interaction permanente entre nos gènes et l'environnement. Prenez l'exemple d'une callosité, d'une corne sur la main. On a tous la capacité génétique d'en développer, n'est-ce pas? Mais elle n'apparaît que s'il y a un déclencheur, un frottement répété. Pas de frottement, pas de corne. Pour nos mécanismes psychologiques, c'est exactement le même principe. Bon, maintenant que ces bases sont posées, passons au premier grand défi, le plus fondamental de tous, tout simplement rester en vie dans le monde de nos ancêtres. Quand on regarde cette frise chronologique, ça donne le vertige. Ça nous montre ce qu'on appelle le temps profond, tout ce temps qui a été nécessaire pour façonner nos instincts de survie. Il faut bien réaliser que l'immense majorité de notre histoire, en tant qu'espèce, s'est passée dans des mondes qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi tant de gens ont une peur bleue des serpents, des araignées ou du vide. Ce ne sont pas juste des caprices ou des phobies irrationnelles. Non, ce sont des échos. Les échos de dangers qui étaient bien réels pour nos ancêtres. Au fond, la peur, ce n'est pas une faiblesse. C'est un mécanisme de survie qu'on a hérité. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se sent si bien dans un grand parc, avec de vastes étendues d'herbe et quelques arbres par-ci par-là? Ce n'est pas un hasard non plus. C'est ce qu'on appelle l'hypopèse de la savane. L'idée, c'est que notre cerveau serait en quelque sorte programmé pour aimer ce genre de paysage, parce que pour nos lointains ancêtres, ils étaient synonymes de sécurité et de nourriture. Ok, donc survivre, c'est la base. Mais ça ne représente que la moitié du boulot, du point de vue de l'évolution. L'autre moitié, bien sûr, c'est de se reproduire. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que les problèmes à résoudre n'étaient pas du tout les mêmes pour les hommes et les femmes. Le concept clé pour comprendre ça, c'est la théorie de l'investissement parental. C'est simple, chez les humains, comme pour la plupart des mammifères, les femelles investissent énormément plus au départ. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, c'est un investissement colossal. Et cette différence de base, elle a sculpté des stratégies de couple radicalement différentes entre les sexes. Et ce tableau, il résume bien comment ça se traduit dans les préférences. On voit que de manière générale et à travers les cultures, les femmes vont avoir tendance à valoriser davantage les ressources, le statut, la capacité à protéger. De leur côté, les hommes vont être plus sensibles aux indices de fertilité, comme la jeunesse et la beauté physique. En fait, chaque préférence qu'on voit ici est une sorte de solution à un problème que nos ancêtres devaient résoudre. Et cette différence de stratégie, on la retrouve même dans un truc aussi intime que la jalousie. Regardez ce graphique. Qu'est-ce qui est le plus blessant? Une infidélité sexuelle ou émotionnelle? Eh bien, les réponses sont très différentes. Pour un homme, historiquement, le plus grand risque était l'incertitude de la paternité. Donc l'infidélité sexuelle est vécue comme une menace immense. Pour une femme, le plus grand danger était de perdre le soutien et les ressources de son partenaire. Donc c'est l'infidélité émotionnelle, le détachement, qui est le plus dévastateur.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On n'a pas seulement été façonné par la survie et la reproduction. On est avant tout une espèce ultra-sociale. Et vivre en groupe, ça a amené son propre lot de problèmes à résoudre. Par exemple, l'altruisme. Comment expliquer qu'on soit prêt à se sacrifier pour les autres? La réponse se trouve dans ce qu'on appelle la règle de Hamilton ou la sélection de parentèle. En gros, l'idée, c'est qu'un gène de l'altruisme peut se propager s'il pousse son porteur à aider ses proches qui portent très probablement le même gène. Aider son frère qui partage la moitié de nos gènes, c'est, du point de vue du gène, une autre manière de se répliquer. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. La preuve, elle est dans les chiffres. Regardez ça. 92,3%. C'est en moyenne la part de leur héritage que les gens laissent à leur famille ou à leur conjoint. C'est énorme. Ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est la démonstration parfaite que les liens de parenté guident encore aujourd'hui la manière dont on distribue ce qu'on a de plus précieux. Pourtant, même en famille, tout n'est pas toujours rose, on le sait bien. Ce qui nous amène à une question que tout le monde s'est déjà posée un jour ou l'autre. Pourquoi, alors qu'il y a de l'amour et des gènes en commun, y a-t-il si souvent des conflits entre parents et enfants ? Eh bien, du point de vue de l'évolution, la réponse est assez logique. Les intérêts génétiques ne sont pas alignés à 100%. Un enfant est, 100% lui-même, mais il ne partage que 50% de ses gènes avec ses frères et sœurs. Les parents, eux, partagent 50% de leurs gènes avec chaque enfant. Le résultat, chaque enfant va vouloir instinctivement un peu plus de ressources pour lui-même que ce que les parents sont prêts à donner, eux qui veulent répartir équitablement entre tous leurs enfants. Ce conflit est donc, d'une certaine manière, inscrit dans notre biologie. Et tout ça, ça nous amène à la question finale et peut-être la plus vertigineuse de toutes. Si notre esprit est adapté à l'âge de pierre, s'il a été conçu pour un monde de chasseurs-cueilleurs, comment est-ce qu'il se débrouille aujourd'hui, dans notre monde de gratte-ciel, de réseaux sociaux, de notifications permanentes? C'est ça, le grand défi de notre temps. On a un matériel ancien qui doit naviguer dans un monde complètement nouveau. Et comprendre ce décalage, c'est peut-être la clé pour comprendre beaucoup de nos problèmes modernes.